co-signataire du contrat programme offshoring à côté de la MRC et de MESED. Je vous souhaite la bienvenue à cette première manifestation, grande manifestation au niveau de notre secteur offshoring. Nous sommes honorés aujourd'hui par la présence de Monsieur le directeur général de l'Agence de développement digital, qui nous honore par sa présence, et je pense que c'est même la première présence au séminaire public, et ça demande des applaudissements. Nous sommes également honorés par la présence de Monsieur le directeur général de l'ANATEC, ici présent, qui est toujours notre partenaire, et également par la présence de Monsieur le président de la CNDP, la Commission nationale de protection des données personnelles, qui est en fait un sujet très important, vous savez très bien, pour notre secteur. Et bien sûr, nous sommes surtout honorés par la présence de tous les opérateurs des deux fédérations, des associations, et touchés aussi par la présence des personnes qui viennent de loin, parce que j'ai vu des gens qui viennent de Meknès, de Fès, de Tétouan, bien sûr de Casablanca aussi, puisque nous sommes à Rabat. Et si nous sommes à Rabat, c'est justement pour donner un coup de départ à la régionalisation, puisque c'est un secteur qui touche toutes les régions et qui doit être développé dans toutes les régions. Et je remercie bien sûr la structure qui a travaillé pour réussir cet événement. En premier lieu, concernant l'APB, je laisserai Monsieur le Président de la MRC, mais concernant l'APB, je tiens à remercier Annie Zor qui a travaillé d'acharpier. Et puis aussi vous présenter le nouveau directeur de notre cellule d'animation. Je ne sais pas où est-ce qu'il est, monsieur. Derrière moi. Et donc là, comme ça, vous mettez un visage en face de cette structure d'animation. Donc c'est son premier événement, donc soyez indulgents. S'il y a quelque chose à améliorer, je vous remercie encore. Je donne tout de suite la parole à monsieur le président. Merci. Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le Président, chers amis, je suis heureux d'être présent aujourd'hui puisque c'est la concrétisation d'une longue collaboration entre l'AMRC, l'Association marocaine de la relation client, et l'APEBI, dans la création de cette structure d'animation des écosystèmes offshoring. C'est extrêmement important parce que le plan d'action, vous le savez, vous allez en avoir la confirmation aujourd'hui, est très ambitieux. Même si on a très bien démarré sur ces premières années, il y a un ambitieux plan d'action qui doit se dérouler et qui est aujourd'hui porté par la structure d'animation co-gérée par l'APD et la MRC. Donc bienvenue à tout le monde. Je vais tout de suite appeler Aline Zavor qui va nous faire une petite introduction et présentation du programme de la conférence. Alors, merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Président. C'est un honneur, vraiment c'est un honneur de jouer ce rôle concernant un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc je suis ravi et honoré de pouvoir introduire cette rencontre tant attendue qui a permis de réunir toutes ces parties prenantes. Et surtout pour accueillir Monsieur le directeur général de l'Agence du développement du digital, qui est pour nous aussi une des raisons qui nous a poussé à organiser cet événement aujourd'hui avec ce timing-là, parce que pour nous c'est l'inauguration d'une nouvelle équipe pour travailler sur un programme très ambitieux. Donc aujourd'hui, étant donné que nous sommes tous, on va dire, là, nous allons parler nous allons dresser un bilan d'étape par rapport à ce sujet-là qui avance, mais qui va s'accélérer, et vous allez certainement remarquer dans les jours, les semaines à venir, une accélération par rapport à vous allez remarquer une accélération du rythme, une accélération principalement grâce au rôle que l'Agence du développement du digital va jouer.
Donc, sans trop tarder, je voudrais donner la parole à M. Miliani, directeur général de l'Agence du développement du digital, pour nous présenter un petit peu quelques éléments par rapport à ce plan d'action. Merci beaucoup. Merci, c'est Ami. Salam alaikum. Monsieur le Président de la CNDP, Monsieur le Directeur général de l'ANAPEC, Madame la Présidente de l'API, Monsieur le Président de la MRC, Monsieur le Directeur général de MedZ Sourcing, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand honneur et un immense plaisir de prendre la parole aujourd'hui pour vous souhaiter la bienvenue à cet événement de qualité organisé en partenariat avec la Fédération des technologies de l'information, des télécommunications et de l'offshoring, API, l'Association marocaine de la relation client, la MRC, et la structure d'animation offshoring pour laquelle je souhaite la bienvenue à ce directeur qui a été récemment recruté. Cet événement représente ainsi l'occasion d'introduire aux différents partenaires publics et privés l'Agence du développement du digital qui a été lancée en 2017 en tant qu'acteur primordial dans la promotion et le développement de l'économie digitale au Maroc. Et l'occasion de rappeler le rôle du secteur d'offshoring dans la création de la richesse, la croissance du savoir-faire et l'employabilité des jeunes dans le royaume. En effet, le Maroc se distingue aujourd'hui par une forte croissance des métiers du digital et de l'offshoring et l'avènement d'entreprises de renommée mondiale qui sont confiants en la capacité de notre pays à fournir des ressources et lauréats de qualité dans différents métiers de l'ingénierie, de l'informatique et de l'industrie 4.0. Le rendant ainsi une destination phare et mondiale reconnue pour l'externalisation de ces métiers. Je tiens à rappeler l'engagement des différentes institutions de l'État et les représentants du secteur privé dans une politique volontariste visant l'accélération du développement des activités de l'offshoring, moyennant une offre ciblée en vue d'atteindre la création de 60 000 emplois directs et 18 milliards dirhams de chiffre d'affaires à l'export à l'horizon 2020. Cette offre a été matérialisée par la signature de contrats de performance pour la mise en place des écosystèmes offshoring le 5 mai 2016. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, l'État a mis en place une batterie de mesures incitatives pour accompagner le secteur, rassemblant en premier lieu subventions directes à l'investissement allant jusqu'à 30% du montant d'investissement pour les projets installés au P2I, plateforme industrielle intégrée. Deuxième lieu, un régime subventionné lié à l'impôt sur le revenu de sorte que la charge fiscale n'excède pas 20% ou 10% du revenu brut en dehors de l'axe Rabat-Casablanca. En troisième lieu, une exonération de l'impôt sur les sociétés pendant les 5 premières années pour les entreprises opérant dans les activités d'offshoring et un taux d'IS réduit à l'ordre de 8,75% est appliqué dès la 6e année. Des aides à la formation des ressources humaines allant jusqu'à 65 000 dirhams pour les nouvelles recrues marocaines et des permis d'appui de la certification dans le domaine des nouvelles technologies. Enfin, des facilitations administratives sont accordées pour le recrutement des salariés étrangers et les démarches d'obtention de visa. À cet effet, le secteur a enregistré une montée en gamme à travers l'amélioration de la compétitivité des acteurs. Ainsi, près de 47% de nouveaux projets subventionnés relèvent de l'écosystème ESO, c'est-à-dire l'ingénierie service outsourcing, de l'écosystème ITO, Information Technology Outsourcing, et du troisième écosystème BPO, Business Process Outsourcing. Ainsi, le secteur a enregistré une croissance très importante ces dernières années sur le plan qualitatif et quantitatif, grâce aux efforts fournis par les différents partenaires publics et privés de l'écosystème afin de rendre le Maroc une destination de référence mondiale de l'offshore. Enfin, je saisis cette opportunité pour vous remercier de votre participation
de votre présence aujourd'hui à cet événement majeur visant la présentation du bilan d'état positif du secteur de l'offshoring qui mettra l'accent sur les réalisations avancées du secteur. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général, pour votre intervention. Effectivement, l'offshoring, vous êtes tous là parce que vous êtes impliqués de près ou de près à ce mot qui est tellement, qui commence à envelopper de plus en plus d'activités à forte valeur ajoutée que c'est difficile de le réunir dans une seule thématique, un seul écosystème. Plusieurs écosystèmes aujourd'hui, l'un qui complète l'autre. Nous avons commencé il y a quelques années par accueillir les activités du centre d'appel. Des centres d'appel qu'aujourd'hui, certains disent que ce sont des métiers à pas grande valeur ajoutée. C'est faux, parce que ce sont ces activités-là qui ont permis, bien entendu, au-delà de la génération de l'emploi et de la valeur, qui ont permis de faire monter en compétences les ressources humaines pour pouvoir accueillir des activités comme l'ITO et aujourd'hui comme l'ingénierie. Sans les activités du CRM, le Maroc n'aurait pas pu avoir cette place et de combiner et d'accompagner ces projets structurants autour de l'automobile ou de l'aéronautique du Maroc. Donc c'est une véritable complémentarité aujourd'hui qui est illustrée par cette synergie qui est créée entre l'AMRC et la PEBI, cette belle synergie qui est créée aussi avec les institutions publiques, à savoir l'Agence du développement du digital, mais bien sûr l'ANAPEC qui joue un rôle primordial, étant donné que nous sommes dans une activité qui tourne autour de la compétence, et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est plutôt monter en gamme, mais je dirais plutôt une montée en compétences, une montée dans la chaîne de valeur de l'offre marocaine. Bien entendu, tout ça, ça ne peut pas être possible sans ce qu'on appelle la continuité d'activité et la connectivité avec nos principaux donneurs d'ordre dans le domaine de l'offshoring. Étant donné, moi-même, je travaille sur plusieurs écosystèmes ingénierie ou ITO, je peux comprendre que les besoins sont vraiment similaires. Quelle que soit l'activité offshoring, nous avons besoin de plateaux, nous avons besoin de plateformes qui permettent une continuité d'activité, qui permettent de la sécurité, qui permettent une fluidité. Et l'objectif de nos donneurs d'ordre, c'est de rendre le caractère offshore transparent pour le client. C'est-à-dire travailler au Maroc ou en France ou dans les bureaux parisiens ou les plateaux européens doit être transparent, complètement transparent pour le client. Et donc c'est pour cela qu'il est primordial d'avoir des plateaux conformes aux normes internationales et qui permettent cette continuité d'activité. Et je voudrais appeler l'acteur principal de cet aspect-là, qui est Medset Sourcing. Et je remercie Monsieur le Directeur Général de Medset Sourcing, Monsieur Hanouf, d'être parmi nous aujourd'hui. Et je vous invite à venir à mes côtés pour nous décrire un petit peu votre plan ambitieux. Merci. Bien, bonjour tout le monde. Avant de dérouler les quelques slides que j'avais préparés, j'aimerais exprimer toute ma joie d'être aujourd'hui parmi vous, aux côtés donc, de la PEBI et de l'AMRC, et en présence de nos partenaires publics et institutionnels.
du ministère bien sûr, l'agent de développement digital, et j'en profite pour reféliciter son directeur général, merci des sans oublier nos autres partenaires, l'ANAPEC, la CNDP, j'en oublie certainement, et sans oublier aussi donc, de saluer donc, mes collègues, mes amis. Voilà ça. On se rappelle tous, il y a quelque temps que les mesures du plan national d'émergence industrielle se terminaient fin 2015. On était sans visibilité jusqu'au mois de mai 2016. On a signé donc, le contrat de performance le 5 mai. C'était laborieux, mais je pense que nous avons réussi à mettre en place une proposition de valeur qui a remis le Maroc sur les radars mondiaux. Certes, nous avions à l'époque demandé que l'on soit plus compétitif que nos principaux concurrents, à savoir l'Europe de l'Est, de 20%, et qu'on pouvait à la limite tolérer une fourchette de 15% par rapport à nos concurrents du Sud, donc nos amis africains. Ce que nous avions obtenu à l'époque permettait d'être plus compétitif, plutôt de 15%, et de gagner entre 8 et 12 points de compétitivité. Je pense que c'était honorable et ça nous permettait d'avancer. D'autant plus que sa proposition de valeur était adossée à un fonds, pour la première fois, un fonds de développement industriel, qui est doté de 20 milliards, dont près de 10% sont alloués au secteur du chemin. Je pense que c'est le bon rappel avant d'arriver à ma suggestion. Depuis, je pense que le secteur, et on verra les chiffres, sur le directeur général de l'ODD, on a cité plusieurs tout à l'heure, on en verra d'autres dans le courant des autres présentations. Je pense qu'on a accumulé de belles années de croissance, pratiquement 8 à 10%, une création d'emplois pratiquement de 14 000 par an, ce qui est extrêmement grave. Et je pense aussi que la reconnaissance internationale à travers les cabinets de gouvernement, le citer Gartner, Everest, Praticomné, témoigne du véritable dynamisme du Maroc en matière. Pour arriver à la création de la cellule d'animation, je pense que c'est un moment important. C'est un acquis extrêmement important aussi, qui va structurer une traction dans les années à venir. À la fois en les coordonnant, mais aussi en renforçant la promotion de notre secteur, en lançant des initiatives et en mettant en place, notamment dans le cadre d'initiatives, des plans de formation qui aujourd'hui sont un sujet d'actualité, je dirais même un sujet brûlant. Assurer aussi notre veille stratégique dans un monde de la compétition mondiale et adopter un véritable observatoire plutôt de compétitivité, parce qu'on se doit de rester éveillé, j'allais dire, de suivre ce qui se passe et d'avoir les chiffres qui parlent à notre place. Donc notre secteur avait extrêmement besoin de cette structure. Pour un secteur, donc là aussi, je vais pas citer de chiffres, vous en avez déjà vu et vous les aurez tout à l'heure. Mais une chose importante, je pense qu'il faut mesurer l'importance du secteur allant de son impact socio-économique et que la vraie évaluation de son impact doit en fait comprendre 3 aspects essentiels à mon sens. L'aspect économique lié aux indicateurs de PIB, de balance commerciale et de bilan financier, mais aussi l'aspect social, extrêmement important, relatif au développement humain, à la création d'emplois, à la perfection de la formation et à l'amélioration du climat social. Et enfin, un aspect aussi non négligeable lié à l'image du Maroc, à sa notoriété, à la fois en termes d'image, d'infrastructure, mais également de placement mondial et d'attraction des idées. Donc pour arriver à ma réflexion que je voulais partager avec vous, je parlais de mai 2016, c'était juste hier, 2020, c'est déjà demain. Et donc, nous savons tous que nous sommes dans un secteur où les cycles de décision sont extrêmement longs. Et
nous avons tous besoin de visibilité, monsieur le directeur général. De visibilité pour aller encore plus loin, de visibilité pour que nous ne fassions pas que ce secteur extrêmement important pour le pays soit compromis. Et donc j'ai bon espoir, nous avons tous bon espoir que le pouvoir public prenne conscience de cette égalité et annonce qu'au minimum la proposition de valeur actuelle soit renouvelée avant d'en élaborer une meilleure, j'espère, dans les prochains jours. Donc voilà ce que je voulais dire en termes d'introduction de ce moment important qu'on vit aujourd'hui. Je pense qu'en termes d'acquis, monsieur le directeur général m'a déjà adressé une partie. Donc mes collègues de la PV et la MRC reviendront sur d'autres aspects. En ce qui concerne l'aspect infrastructure, sans trop m'attarder là-dessus, je pense que tout le monde connaît aujourd'hui l'apport d'un acteur comme la CDG, comme EDZ, sans citer mes amis de TMSA qui sont dans la salle. Je pense que nous sommes un acteur incontournable pour le développement de ce secteur. Je cite simplement le chiffre. Nous avons investi plus de 10 milliards de dirhams dans les parcs technologiques, dont pratiquement 4 dans les parcs offshore. Et je pense que tout le monde connaît aujourd'hui que le flagship de la destination, c'est Casamir Shore. Et c'est à travers nos efforts à tous que nous en faisons aujourd'hui le vrai flagship du Maroc qui promeut chaque jour cette destination qui est notre pays. Je voudrais simplement citer peut-être quelques éléments qui sont le fruit de notre travail à tous. C'est toute la base installée de clients internationaux que nous avons aujourd'hui. Même le chiffre est mis à jour, on a plus de 130 clients internationaux. Je pense qu'on peut se targuer de ce genre de chiffre. Dire aussi que pratiquement 45% des emplois sont créés dans les parcs, c'est dire un petit peu l'effort que les aménageurs développeurs ont déployé, bien sûr avec la contribution de l'État, pour mettre à disposition ce genre de plateforme pour justement laisser nos acteurs, opérateurs, se concentrer sur leur métier de base. Et ça dans les différents écosystèmes, donc les 5 que vous connaissez tous. Je voudrais également, puisqu'on est en train de faire un bilan, faire notre propre bilan, et dire ce que nous avons fait depuis 3 ans. Rappeler que dans le cas des contrats de performance, les aménageurs développeurs ont pris aussi des engagements. Je le rappelle ici, le nombre de 7, à la fois sur le plan tarifaire, sur le plan de la contribution à l'effort de promotion, sur le plan de la mise à disposition d'une offre immobilière correspondante du secteur, et enfin bien sûr en termes d'accompagnement des services. Donc, pour donner quelques chiffres, sur le plan tarifaire, les efforts consentis pour maintenir justement la compétitivité des zones, c'est un effort considérable, pratiquement 35 millions de dirhams par an, soit sur, puisqu'on fait le bilan en 2016-2018, pratiquement 100 millions de dirhams. On va terminer à 160 millions de dirhams d'efforts financiers d'ici 2020. Et je pense que qu'on pourra continuer si une nouvelle offre de valeur sera mise en place. En termes de contribution à l'effort de promotion, la cellule d'animation va consolider ses efforts. Mais je pense que pendant des années, nous avons travaillé bien sûr à côté de l'AMDI à la promotion de ce pays pour en faire ce qu'il est aujourd'hui. En interne, nous avons une équipe de pratiquement 5 personnes qui est dédiée et un budget de MEDZ pratiquement 1 million de dirhams, dont la moitié consacrée à l'aspect promotion et marketing. Et donc, dans le cadre du contrat de performance, 1 million de ce budget est mis en commun dans la cagnotte cellule d'animation pour les actions communes. En termes de plateforme immobilière, l'effort est vraiment
considérable, puisque c'est pratiquement 1 milliard de dirhams donc, que nous avons investi entre 2016 et 2018 pour sortir 100 000 m², donc sur ces 3 ans. Et c'est pas trop fait dans la mesure où la demande est extrêmement importante aujourd'hui. Et nous pensons que sur les 3 années suivantes, donc 2020-2022, c'est pratiquement 100 000 m² supplémentaires qui seront développés, ce qui ferait pratiquement 60% de plus que ce que nous avons aujourd'hui et portera donc la capacité du Maroc dans les parcs à plus de 500 000 m² de bureaux et de services. Et justement, en termes de services, donc là aussi un effort considérable à la fois pour améliorer l'existant, mais également sur les 2 ans à venir, je peux annoncer qu'on a réservé pratiquement 20 millions de dirhams pour mettre en place de nouveaux services, à la fois pour les entreprises, mais également pour nos collaborateurs, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont pratiquement 40 000, 35 000 dans les parcs aujourd'hui. Nous voudrions également passer à des services que j'appellerais 2.0, puisque le terme est à la mode, pour transformer nos parcs en smart cities. Donc là aussi, à travers un certain nombre d'applications, de développement d'infrastructures, et arriver, j'espère rapidement, à un pilotage totalement numérique de toutes nos infrastructures, donc pour le bonheur de nos entreprises et de leurs collaborateurs, encore une fois. Dans cette dynamique régionale, nous avons aussi entraîné avec nous donc, des partenaires, donc en plus de la proposition de valeur étatique et celle des aménageurs développeurs. Donc les régions nous ont accompagnés, notamment, et j'en profite pour les saluer ici, à la fois sur Fès, qui ont été le précurseur, mais également Oujda aujourd'hui, et d'autres qui arriveront à la suite, je pense, Marrakech, Agadir. Donc ils sont conscients à l'emploi, 6 000 dirhams par emploi, c'est pas beaucoup, mais c'est pas négligeable, c'est important. Mais également une subvention à l'équipement et à l'investissement qui viendront compléter en fait les efforts de l'État en la matière. Et je peux vous dire que, notamment sur la région de l'Oriental, les efforts sont considérables en la matière. Je voudrais aussi faire un clin d'œil à ce que je disais tout à l'heure en termes d'efforts déployés pour la mise en place de ressources nécessaires, donc à la fois en quantité et en qualité, et rejoindre un petit peu donc, les efforts mis en place par la PIBI, mais également par l'AMRC. Cette initiative de la CTG, donc Bootcamp, qu'on a lancée en 2018 et qu'on a commencé à déployer depuis 2019. L'idée étant en fait de convertir, si je peux oser le terme, nos jeunes diplômés et les rendre employables à travers donc, un cycle de requalification ou de remédiation de 4 à 6 mois. Je tiens à saluer ici, donc en premier lieu, bien sûr, donc, le ministère et aujourd'hui l'ADD, mais également donc, l'ANAPEC, l'APEBI et donc les 5 partenaires opérateurs qui nous accompagnent dans cette initiative. Donc à la fois GFI, Atos, Capgemini, CGI, j'ai oublié Sofrecom. Donc l'idée est de former en fait, dans un premier temps, dans le cadre de ce plan pilote, une 50aine de développeurs sur donc, le stack Java. Donc en espérant, j'espère qu'on va trouver donc, le modèle adéquat pour pouvoir généraliser donc, dès le 4e trimestre 2014, donc 2019 plutôt, cette initiative, pour arriver à moyen terme à former donc 2000 développeurs par an. C'est ambitieux, mais ça n'est pas impossible. Je pense qu'à travers aussi donc l'effort et l'initiative donc à l'APEC, APEBI, on va pouvoir dédoubler, démultiplier donc, le nombre et pouvoir satisfaire donc, le besoin de plus en plus croissant de l'écosystème IT, mais également des autres écosystèmes qui sont aujourd'hui donc demandeurs de ressources. Et j'espère que on pourra dépasser donc, ce gap et faire en sorte que la ressource ne soit plus un frein
au développement du secteur et à son épanouissement dans les années à venir. Je laisserai la parole donc à M. Koutia et j'espère que je n'ai pas été assez long. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Hanouf. Merci, M. Hanouf, qui est très très dynamique dans les régions. En fait, ça se voyait dans les présentations, mais je peux vous le garantir, vendredi il est à Oujda, le lendemain il est à Fès, donc une vraie belle dynamique que je salue déjà personnellement pour tout le travail que vous faites. Vraiment, merci beaucoup. En fait, l'offshoring, encore une fois, parce que quand on va rencontrer des donneurs d'ordre, on a toujours des besoins qui sont autour de plusieurs aspects. D'abord, nos clients nous demandent de la compétence. Deux, ils nous demandent de la continuité d'activité et de la connectivité. Et trois, ils nous demandent de la compétitivité économique. Je pense que toutes les mesures qui doivent être lancées dans les 5 écosystèmes doivent tourner autour de ça. Et je pense que le Maroc, il a compris ça, mais il n'y a pas que le Maroc qui a compris ces enjeux. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de pays voisins et d'autres plus loin qui sont partis dans des démarches et des autres beaucoup plus agressives. Le Maroc aujourd'hui, il a une offre qui est relativement bien. Là, on fait le bilan d'étape et on voit que ça donne des résultats, ça crée de l'emploi, ça crée de la valeur et ça nous permet de monter en gamme pour atteindre d'autres activités qu'on ne pouvait pas faire il y a quelques années. Mais je pense qu'il faut aller encore plus loin. Et justement, le but de dresser ce bilan d'étape, c'est de se dire vers où on veut aller et quels sont les petits réglages qu'il va falloir faire de tous les aspects-là. Les 5 écosystèmes, je ne vais pas les rappeler, on les connaît tous. L'offre de la formation doit être certainement adaptée, doit être améliorée sur des cycles courts. C'est le travail formidable que fait l'ANAPEC avec les associations. Et je profite pour saluer M. Madani pour toute la flexibilité et la réactivité qu'il nous offre. Mais il y a aussi tous les incentives qui nous permettent d'être compétitifs et de pouvoir offrir toujours le meilleur tarif par rapport à nos confrères et par rapport aux autres pays. Alors, je rappelle l'objectif de cette rencontre. Nous ne sommes pas là pour rappeler les mesures, nous sommes là pour dresser ce bilan d'étape et voir quelles choses qui ont bien fonctionné, quelles sont les choses qui ont moins bien fonctionné, et peut-être poser les questions. On veut laisser le maximum d'espace pour les échanges, pour pouvoir discuter, puisqu'on est entre nous, entre familles offshore. Nous sommes là aussi pour on va dire, inaugurer à travers cette première action de la structure d'animation qui est une structure d'animation aujourd'hui qui incarne parfaitement cette synergie qu'on veut créer entre toutes les parties prenantes, entre l'APEBI, la MRC en tant que représentant des opérateurs, mais aussi avec le ministère de tutelle à travers, ou les ministères de tutelle à travers l'Agence du développement du digital. Et donc nous sommes là tous pour voir la structure d'animation lui donner une vie. Et ça n'a pas été possible de lancer cette structure d'animation sans l'apport ou l'aide de l'Agence du développement du digital. Donc là, je pense qu'on a tous les ingrédients pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir planifier l'étape suivante. Mais c'est l'étape suivante qu'on ne peut pas planifier si on n'a pas votre feedback, si on n'a pas le feedback de la salle. Donc, je ne voudrais pas m'étaler plus et je voudrais donner la parole à la salle pour pouvoir donner votre feedback, vos commentaires, vos questions, vos propositions, vos suggestions, parce que
nous sommes là en train de planifier, de faire les réglages pour la partie qui reste, mais aussi pour la prochaine offre au-delà de 2020, parce que 2020 c'est demain, et il faut commencer aujourd'hui à planifier et à lancer les workshops qu'il faut pour pouvoir avoir une offre adaptée et qui nous permet d'être bien placés par rapport aux pays concurrents. Donc la parole est à la salle, je vous en prie, n'hésitez pas. Ah, il y a une première question. C'est bien. Bonjour, je m'appelle Youssef Keren, je suis directeur d'une entreprise, une PME dans l'offshore qui s'appelle Vision Business Consulting. Tout d'abord, je vous remercie de tout l'effort déployé pour promouvoir le secteur de l'offshoring et pour lui permettre de prendre son envol dans ce pays qui souhaite se positionner comme un leader dans la région MENA et pourquoi pas dans une région beaucoup plus élargie au niveau du secteur de l'offshoring. Ma question, elle concerne un tissu d'entreprise bien particulier qui est dans le secteur de l'offshoring. En fait, jusqu'à présent, les entreprises qui sont mises en valeur sont les grandes entreprises. J'entends bien, c'est les entreprises qui ramènent le plus de chiffre d'affaires. Et il s'agit vraiment des grandes entreprises françaises avec des investisseurs français qui s'installent au Maroc. Et je leur souhaite la bienvenue. Il y a également un deuxième secteur d'entreprise, c'est les PME. Et ces PME-là constituent un pourcentage non négligeable des entreprises qui ramènent de l'offshore. Alors, quel que soit le type de l'offshore, que ce soit des centres d'appel, que ce soit du service en ingénierie ou du service en IoT, etc. Je fais partie de la deuxième catégorie de ces entreprises-là. Ma question, elle concerne ces entreprises, étant donné qu'on a l'impression d'avoir moins de mesures incitatives que les autres, de facto. Étant donné que nous sommes des petites entreprises, nous ne pouvons pas nous installer dans les zones offshore, car ces zones offshore ont une superficie minimale. Cette superficie minimale implique nécessairement qu'il y ait un certain nombre de salariés. Nous, Vision Business Consulting, avons commencé et démarré du Technopark. Et c'est au Technopark que nous avons pu prendre la dimension que nous avons aujourd'hui, qui est une dimension d'une trentaine de salariés. Nous avons commencé et démarré, nous étions deux. Ma question, elle est simple. Est-ce qu'il y a possibilité d'élargir les mesures incitatives également au tissu de ces entreprises marocaines qui sont innovantes, qui ont une vraie force de proposition et qui n'ont rien à envier aux autres entreprises étrangères qui s'installent, à la fois d'un point de vue innovation technologique, à la fois d'un point de vue capital humain et à la fois d'un point de vue force de proposition financière pour les autres marchés. Je peux vous donner quelques exemples des mesures incitatives, mais je pense que c'est déjà clair, les mesures incitatives qui ne sont pas encore bien dédiées à ces entreprises-là. Et puis, dernière petite question, c'est concernant le rôle de l'ADD, l'Agence de développement du digital. Nous sommes vraiment heureux de voir une telle agence se constituer. Cependant, la passation entre le ministère de l'économie numérique et l'ADD est une passation qui est un petit peu ambiguë pour nous, puisqu'il y a un changement d'interlocuteur. Et nous aimerions bien avoir des interlocuteurs au niveau de l'ADD, car même sur le site internet de l'ADD, nous n'avons ni numéro de téléphone, ni adresse mail, ni personne à qui s'adresser. Nous sommes obligés de nous déplacer à Rabat pour les voir. Et j'aimerais bien savoir si c'est possible d'avoir des interlocuteurs chez eux. Je vous remercie. Et je laisse la parole. Merci. Je vous propose de prendre plusieurs questions et on va les, comme
Nielsen, je suis de la MRC. Je vais juste rebondir sur le propos de M. Zanor, en fait, pour apporter une contribution. Aujourd'hui, on va avoir les assises de la fiscalité qui vont bientôt arriver. Et nous, en tant qu'acteurs de l'offshoring, en général, nous sommes de gros consommateurs de mètres carrés et de locaux. Et on a une taxe qui est très mal écrite, très mal, qui n'est pas bien appréhendée par les services, qui est la taxe professionnelle. Aujourd'hui, il suffit que vous ayez un site de 1000, 2000 ou 3000 mètres carrés, ça prend des proportions énormes, et ce n'est jamais la même en fonction de chaque ville. Et c'est assez déstabilisant c'est anti-économique, premièrement, et c'est assez déstabilisant pour les projets qu'on a d'aménagement des territoires. C'est juste une contribution pour le futur. Bonjour, moi c'est France Martial, je suis manager au wagon Casablanca. D'ailleurs, je remercie mon confrère parce qu'il a dit une chose qui est très très importante que nous négligeons. Il y a de plus en plus des entreprises françaises qui viennent dans le domaine de l'offshoring technologique et numérique. Donc, c'est déjà bien que l'ANAPEC soit déjà mentionnée dans le cadre de l'accélération industrielle dans ce secteur-là, parce que nous avons mis en place des formations avec eux dont ils payent la moitié de nos formations dans le cadre de la formation des développeurs digitales, full stack, software, etc. Donc, ma question c'est comment est-ce qu'il faut aller vers plus en plus d'entreprises pour qu'ils aient accès à ces formations-là? Parce que vu que l'ANAPEC paye déjà une bonne partie de ces formations-là, d'autres entreprises sont un peu reluctant to payer ces formations-là. Merci. S'il n'y a pas de micro, je peux parler plus fort. Merci beaucoup, Hassan Sharaf. Je suis en charge du pêcheur back-office. Un groupe qui opère dans tout ce qui est BPO, donc je suis à cheval entre la MRC et la PBI. Merci pour l'invitation pour les deux corps. Alors j'ai deux questions. Une qui est directe, c'est pour quand le plan d'action de la structure d'animation nous semble hyper intéressé, urgent pour pouvoir démarrer la prospection, l'animation et aller à l'international pour intéresser des donneurs d'ordre pour externaliser des parties de leur back-office au Maroc. Donc, hyper intéressé à partir de demain, si vous avez un plan d'action, nous sommes preneurs. Le deuxième, c'est sur une partie convergence entre BPO et vision stratégique par rapport au développement d'offshoring, ou du moins par rapport à cette dimension de BPO. Quand on voit que certains pays investissent massivement ou sont en train d'investir dans tout ce qui est RPA, ça voudrait dire que est-ce qu'il y aura de plus en plus, est-ce qu'on parlera de plus en plus de BPO au Maroc, ou est-ce que sur les 5 prochaines années, ce serait caduc et que ces entreprises, ces donneurs d'ordre, seraient beaucoup plus intéressés par robotiser leur process et les avoir chez eux en interne. Et donc, du coup, si c'est le cas, que faut-il faire d'ici là? Merci beaucoup. Merci. Je vais me permettre de répondre au nom de l'équipe et laisserai mes collègues éventuellement compléter. Sur le premier point, sur les PME, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Sur
sur l'offre et le positionnement pour les PME, je pense que c'est un sujet qui est clairement important parce qu'on a de plus en plus d'acteurs, que ce soit d'ailleurs locaux ou internationaux, qui s'implantent sans être dans les seuils de création d'emplois ou de taille qui existent dans le dispositif qui est en place, qui est aujourd'hui en vigueur. Ce qui est sûr, c'est que les échanges et les discussions qui ont eu lieu pour élaborer ce plan ont duré plusieurs années avant de le concrétiser, avec à la fois la contribution des acteurs et des fédérations, des associations qui sont venus définir les priorités qui devaient être positionnées. On est aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, déjà depuis plusieurs années, le Maroc est confronté à une vraie compétition extrêmement agressive d'autres pays, notamment en Afrique subsaharienne, et qui attire des donneurs d'ordre importants qui prennent les décisions de déplacer des centres de 1000 personnes, 2000 personnes. Et on s'est retrouvé vraiment face à cette urgence, non pas que le dispositif n'était pas adapté, mais vous vous souvenez, le précédent dispositif avait été initié en 2005 et que, bien entendu, soit d'autres pays s'en inspirent et commencent à offrir des subventions et des incentives encore plus fortes, soit le marché mondial évolue et il faut savoir s'adapter. Donc dans la décision de focaliser sur certaines priorités, c'est vrai que les ambitions extrêmement fortes de création d'emplois avec 60 000 positions, 60 000 emplois supplémentaires, on a décidé de cibler, on a décidé de se focaliser sur les grands donneurs d'ordre. Parce que aujourd'hui, quand vous entendez AMRC ou APEBI, on n'est pas dans la même position que quand vous entendez s'installer des Renault ou des PSA. Nos donneurs d'ordre, en général, n'annoncent pas qu'ils s'installent dans un pays ou qu'ils partent d'un pays. Ils font des appels d'offres internationaux et derrière le nom de nos membres, vous avez des très grands noms du CAC 40, vous avez des très grands noms internationaux. Par exemple, les GAFA, l'ensemble des GAFA, sont présents au Maroc avec des activités qu'ils développent et qu'ils font au Maroc, soit en direct, soit par le biais de prestataires. Donc on a décidé de se focaliser sur la rétention de ces gros donneurs d'ordre, et c'est vrai qu'un certain nombre des dispositifs sont plutôt orientés vers des plateformes de taille conséquente. Il n'en reste pas moins que les acteurs en eux-mêmes, et certains nombres, j'en discutais ce matin avec un acteur qui est installé à Oujda et qui a décidé de se développer avec des clientèles mid-market, donc des PME, PMI, les acteurs en eux-mêmes qui sont capables d'agréger le besoin de plusieurs entreprises de taille petite ou moyenne peuvent avoir la masse critique pour bénéficier des dispositifs du plan offshoring. Maintenant, comme Amine l'a dit, on rentre déjà dans les réflexions et les discussions sur les futurs plans. Bien entendu, il va falloir qu'on puisse élargir et développer, enrichir, notamment si on veut accélérer en région. On sait que les décisions pour des implantations en région, en général, sont plus faciles et plus rapides à prendre par des clientèles PME. Sur le passage de main à l'ADD, alors je ne vais pas me prononcer au nom de l'ADD, je pense qu'aujourd'hui, il y a eu, dans le timing de mise en œuvre de la structure d'animation, c'est pas du tout le passage de main ou le changement de gouvernance de l'offshoring qui a impacté ce volet-là, c'est plus qu'il fallait structurer cette structure d'animation main dans la main entre la MRC et la PEBI. Il a fallu la doter d'un budget, donc il a fallu définir exactement les budgets de chacun des actions. Donc j'en profite peut-être, si Hassan, pour parler déjà du sujet du plan d'action de la structure d'animation. Vous allez voir juste après, on a un slide qui présente exactement les priorités, et chacune des priorités a un budget qui est alloué, et on a, vous le savez très bien, les actions ne peuvent pas se dérouler si on n'a pas un appui budgétaire, une mise en œuvre de ressources, et en l'occurrence, on a un appui budgétaire fort pour la structure d'animation. La gouvernance, elle fonctionne très bien, nos interlocuteurs, en tout cas, quand je parle de la MRC ou de la PEBI, on fonctionne avec eux et on n'a pas cessé de travailler au développement du secteur avant que cette structure d'animation soit en place, puisqu'on va aussi vous présenter les chiffres. Vous allez voir qu'on a cru très fortement et qu'il n'y a pas eu
d'inflexion ou de flottement ou de latence de quelque façon que ce soit du fait de la gouvernance. Sur le sujet de la prise en charge des formations, là aussi, vous avez certains secteurs, l'aéronautique pour ne pas les nommer, qui ont décidé de venir complémenter des efforts et des budgets publics par peut-être une mise en commun d'un effort des acteurs du secteur pour monter une sorte de dispositif de formation commun ou co-investir eux-mêmes dans des académies ou des centres de formation. C'est quelque chose qu'on voit, c'est quelque chose qu'on regarde. Bien entendu, là c'est pour le coup des acteurs privés, donc c'est nos membres dans les différentes associations, fédérations qui discutent de pouvoir mettre en place des centres de formation cofinancés, mais ça ne peut être que des décisions individuelles d'acteurs. Nous, en tant qu'association ou fédération, nous poussons à venir complémenter des dispositifs existants, sachant qu'on travaille aussi à les améliorer. Nous étions ce matin avec l'ANAPEC et la FEDE, la FMEP, pour signer, dans le cadre des métiers de la relation client, un nouveau dispositif de mise à niveau linguistique en français assez poussé, qui est un petit peu la nouvelle, la colle académique que nous avions mis en place, mais revisitée et surtout renforcée. On continue à faire évoluer les dispositifs parce qu'on doit s'améliorer, on doit continuer à s'améliorer, à la fois sur les compétences linguistiques ou dans le cadre de ces nouveaux métiers que Amine a présentés. Il faut former des ingénieurs, il faut former des analystes, il faut former des qualiticiens, il faut former des gens qui ont les compétences pour gérer des processus back-office en masse. Et ça aussi, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut à la fois l'effort du public et du privé. Sur la robotisation, oui, je sais que c'est un sujet qui fait peur à tout le monde. Certains papiers annoncent que nos métiers vont disparaître, que ce soit d'ailleurs des métiers entre guillemets standards dans le monde de la relation client ou des métiers plus évolués dans l'IT outsourcing, de par la robotisation et l'automatisation. La conviction qu'on a, c'est qu'on n'arrivera pas à se battre contre la technologie. La technologie est là, il faut la prendre en compte. En revanche, on a la possibilité de développer les compétences de nos collaborateurs, que ce soit des collaborateurs qui ont un background académique ou pas, grâce aux nouvelles technologies. Vous avez peut-être entendu parler de la notion d'agent augmenté. Donc on considère que quelqu'un que vous équipez correctement avec des outils d'aide à la décision, des outils d'automatisation, voire de l'intelligence artificielle, ben vous lui donnez des capacités qu'il n'avait pas avant. Et donc on peut commencer à outsourcer des choses qu'on ne pensait pas pouvoir outsourcer par le passé. Vous prenez quelqu'un qui a une formation de niveau bac, vous l'équipez avec les bons outils, ça devient un agent d'assurance ou ça devient quelqu'un qui est capable de faire des actions et des opérations que normalement un ingénieur devrait devoir faire sans ces outils. Sans parler ensuite de la compétitivité. Bien entendu, si vous êtes capable d'être 2 fois plus productif que d'autres pays dans lesquels peut-être les outils et les plateformes ne sont pas en place, même si ailleurs c'est 2 fois moins cher, si vous êtes 2 fois plus productif, vous pouvez être extrêmement compétitif. Et là aussi, on a besoin du RPA et de l'automatisation. Sur la taxe professionnelle, je pense que ce n'était pas forcément une question, mais c'est typiquement le genre de sujet qui n'est pas évidemment uniquement spécifique à l'offshoring, mais qui nécessite, alors ça peut se faire dans le cadre des contrats de performance, ça peut se faire aussi dans le cadre des discussions sur la loi de finances et le poids que notre secteur peut démontrer, et je pense que les chiffres que vous allez voir après, on démontre réellement que c'est un secteur créateur d'emplois pour les jeunes, que c'est un moteur d'employabilité pour les jeunes. Les gens rentrent dans nos activités, quels que soient d'ailleurs les métiers qui sont là, et commencent à avoir des activités de standard international. Et d'ailleurs, on souffre sur un certain nombre de ces métiers de fuite des cerveaux, parce qu'ils rentrent, ils se développent, et puis à un moment, ils se rendent compte qu'ils peuvent partir faire le même travail à l'étranger. Donc il faut impérativement qu'on puisse avoir un poids
sur les discussions au niveau de la loi de finances pour que ce secteur soit considéré à sa juste valeur. Merci. Je crois que Othman a répondu à l'essentiel. Je voulais juste rajouter trois petites choses. Concernant les startups, les sociétés innovantes, sur le volet accès donc, aux zones showroom, je pense que c'est pas tellement la question. L'important est que vous puissiez en fait être doté d'un cadre de travail plutôt favorable. Je pense que à côté des plans d'accélération industrielle, il y a d'autres dispositifs d'accompagnement, notamment des startups, à la fois spécifiques mais également dans le cadre des différentes lois de finances. Il y a des dispositifs aussi pour accompagner l'innovation. Et je dirais qu'au sein des associations, nous travaillons aussi donc, à ce que l'environnement de l'innovation, des startups et des sociétés innovantes soit donc davantage complété. Vous savez aussi que le technoparc ou les technoparcs entament un plan de régionalisation. Donc, vous aurez aussi davantage de possibilités d'accéder à une infrastructure de qualité dans le cadre de cette généralisation en fait, du concept de technoparc. Sur le plan de la fiscalité, effectivement, la taxe professionnelle, mais également la taxe des services communaux restent des sujets sur lesquels on se bat depuis des années. Des sujets aujourd'hui qu'on soumet, j'espère pour la dernière fois, aux assises de la fiscalité, donc les 3 et 4 mai prochains, à travers différents canaux pour multiplier les chances de réussite. J'en cite au moins 2, donc à la fois donc, à travers notre groupe, la CDG, puisqu'on est directement concerné donc à travers l'ensemble des zones aujourd'hui que nous développons. Nous considérons que la taxe professionnelle est une taxe anti-investissement. Nous l'avons aujourd'hui et nous demandons tout simplement aujourd'hui à la supprimer. Je pense que cette requête a été entendue notamment par la CGM qui l'a reprise dans son mémorandum et c'est une requête à laquelle sont sensibles pas mal d'acteurs aujourd'hui. Donc j'espère que ça aboutira. Sur la taxe service communal, en fait, c'est la taxation. Aujourd'hui, on parle d'une taxe en fait, de territoire qui va en fait supprimer l'ensemble des taxes locales. J'espère que dans ce cadre, cette taxe de service communal sera allégée. Peut-être sur le dernier point que Othman a évoqué, cette crainte en fait, de voir nos emplois partir avec la transformation numérique, la robotisation et l'intelligence artificielle. Je voudrais juste rappeler une chose. Nos ancêtres ont vécu donc, la même peur, la même appréhension lors de la révolution industrielle. Et je pense que si aujourd'hui l'intelligence artificielle, la robotisation est un outil d'augmentation de nos capacités, je dirais que ça va aussi à de l'homme aujourd'hui, à l'homme, ce que la machine à vapeur lui était lors de la révolution industrielle, en termes d'application en fait, de capacité. Certes, aussi bien la robotisation que la révolution industrielle ont détruit les emplois, mais ils en ont créé, ils vont en créer des emplois que nous ne connaissons même pas aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que la marche de la technologie est inéluctable et le tout, c'est de profiter justement de cette marche pour faire évoluer donc, notre mode de vie, nos capacités, nos emplois. Et je pense aussi qu'il n'y a pas de crainte à se faire par rapport à ça.
il faut se préparer et le clé de cette préparation, c'est la formation. Concernant la question qui a été posée pour l'ANAPEC, pour la contribution de l'ANAPEC, en fait, l'ANAPEC, elle ne paie pas les 50% des frais engagés pour la formation. Mais chaque personne qui est recrutée au sein d'une entreprise qui fait de l'offshoring a un crédit formation étalé sur les 3 premières années du recrutement. Donc, libre à l'entreprise de le répartir comme elle veut, une partie formation à l'embauche pour les formations durant la première année du recrutement et une partie formation continue durant la 2e et 3e année du recrutement. Prenons l'exemple, par exemple, d'un ingénieur recruté chez une entreprise qui fait de la ITO. Un ingénieur, il a un crédit formation de 65 000 dirhams. 35 000 dirhams pour les formations réalisées en première année et 30 000 dirhams pour les formations réalisées en 2e et 3e année. Mais il n'y a pas que ça. L'ANAPEC a la possibilité de financer également les actions de formation pré-embauche. C'est le projet que nous avons monté avec l'APBI, qui est en cours de mise en œuvre, le CQP, pour la formation en reconversion des développeurs informatiques. Et c'est ce qu'on a fait avec l'AMRC également, dans le cadre du Short Pass pour la formation des téléopérateurs. À juste titre, j'ai eu la remarque tout à l'heure quand j'ai répondu sur le critère de taille et les masses. Vous avez un petit guide qui est sur vos chaises. Effectivement, dans l'approche, quand on parle de ces grands donneurs d'ordre qui sont dans les gros secteurs sur lesquels nous sommes positionnés fortement, je parlais essentiellement avec l'angle de la MRC qui était plutôt la partie CRM. Quand vous regardez les autres secteurs de l'outsourcing, vous voyez que les seuils ne sont plus du tout les mêmes en termes de taille et de création d'emplois, et que notamment sur les dispositifs qui sont mentionnés, vous avez des seuils à 20 employés sur lesquels on peut parler de PME-PMI. Bonjour. Donc, pour la question en lien avec le plan stratégique offshore. Bonjour. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore retenu mon nom, c'est Zikri Mohamed. Donc, je suis le nouveau directeur de la structure. Donc, je voudrais répondre à la question du plan stratégique. C'est quelque chose, je pense, qui rentre dans les corps. Donc, comme vous le savez tous, un plan stratégique a été mené, donc déposé, comme a dit M. Serraj. Donc, ça fait l'objet d'un travail de plusieurs années pour pouvoir aboutir à un plan stratégique qui englobe le tout. Comme vous savez, on est plusieurs écosystèmes, plusieurs acteurs, plusieurs contributeurs. Donc, voilà, il faut du temps pour ficeler quelque chose de bien. Donc, je me permets aujourd'hui de présenter le plan stratégique 2019-2020 qui est articulé autour de 7 piliers. Les 7 piliers sont l'accompagnement des investisseurs, la certification des écosystèmes, l'image de marque, la formation, le développement de l'écosystème, le progrès de l'écosystème et veille et études. Donc les 7 points ou les 7 piliers permettent de gérer l'écosystème, on va dire, permettent son développement, d'avancer dans les chiffres
atteindre les objectifs qui sont fixés en 2021 et préparer aussi l'au-delà, parce qu'il ne faut pas oublier que 2020 c'est demain, et derrière il faudra annoncer la couleur sur l'année à venir, donc il faut se donner aussi des outils pour pouvoir réussir l'après-plan. Donc 7 piliers, comme j'ai déjà présenté, donc chaque pilier développé autour d'axes et de voies de creusement, on va dire. Donc plusieurs axes, donc en fonction du pilier, définir le nombre d'axes. Mais le plus important là-dedans, c'est comment faire et comment garantir cette synergie entre les différents acteurs. Donc ce que vous voyez derrière, c'est le War Room. On a choisi de les appeler War Room pour donner cette solennalité, cette charge, l'intensité dans laquelle doivent agir les groupes de travail. Il faut savoir que c'est un plan stratégique qui est très ambitieux, qu'il faut le porter. Donc la structure, elle est là pour le porter, mais derrière, on ne peut rien faire sans nos partenaires. Donc chaque axe a donné lieu à des War Rooms, donc avec à chaque fois des intervenants différents. On va voir sur, par exemple, l'accompagnement des investisseurs, l'ADD, le ministère et l'ABDIE, donc 3 agences qui sont extrêmement importantes pour notre écosystème et qui permettent de donner, on va dire, de l'énergie pour pouvoir un petit peu aller vers l'avant. La certification des écosystèmes, donc c'est quelque chose qui doit être géré entièrement par nous, donc avec la collaboration des 2 fédérations et la structure. Pour la partie d'image de marque aussi, ça passe par l'ABDIE, Invest in Morocco, qui est une agence aussi qui promeut la destination Maroc, avec Medz qui sont, lui, sans avoir des infrastructures de niveau mondial, très difficile d'attirer des gens de l'étranger. Donc, deux piliers, on va dire, pour notre vision image de marque. Pour les formations, bien sûr, il y a des choses qui sont en cours de développement et qui se développeront encore entre l'APBI et la MRC. Donc il y a des choses qui ont été faites chez la MRC, donc là M. Asiman a précisé. D'autres choses se préparent côté APBI avec 2 nouveaux écosystèmes. On parle beaucoup de SO, d'engineering, les écosystèmes automobiles, des écosystèmes aéronautiques qui sont aussi dopés par notre écosystème, l'écosystème offshore. Il faut savoir que pour développer des véhicules dans des usines marocaines, il faut avoir de l'ingénierie. Et l'ingénierie, elle est faite chez les SO et en interne des entreprises. Donc c'est un métier qui est aujourd'hui, donc, je dirais, dans les prémices, et qui va se développer encore plus dans l'avenir. Ensuite, sur la partie développement de l'écosystème, donc toujours dans l'action avec la MRC, la PBI et notre soutien à l'AMDIE pour un développement à l'international, on voudrait redorer le blason et attirer plus. Le progrès de l'écosystème, donc voilà, aussi s'améliorer à l'intérieur de notre écosystème, nos modes de fonctionnement, nos synergies qui peuvent se faire avec d'autres écosystèmes, notamment GIMAS, l'automobile via l'AMICA. Donc c'est vraiment des écosystèmes en synergie qui doivent agir entre eux pour pouvoir contribuer à la valeur ajoutée à donner au chiffre d'affaires, bien à la valeur ajoutée. Veiller étude, on se dit qu'il faut être clair aussi, donc il faut savoir ce qui se trame ou ce qui va arriver. Donc voilà, un volet aussi pour préparer l'avenir. Donc c'est les 7 axes normalement qui constituent le plan d'action, avec le mode d'organisation qui est un mode d'organisation pas dans la fébrilité mais plus poussé, proactif. Donc à travers les war rooms, un travail beaucoup plus dynamique, on va dire, avec nos partenaires. Je vais inviter Mme Bilaxman pour nous annoncer quelques chiffres du secteur. Juste peut-être en conclusion, les grands chiffres à retenir. Donc aujourd'hui, on a atteint le cap des 10 milliards de dirhams à l'export en 2018.
Vous savez le chemin est encore long, puisque simplement sur l'incrément d'accélération qu'on a donné sur cette période des contrats de performance, on est censé croître de 18 milliards de dirhams sur cette période. 69 900 emplois créés entre 2014 et 2018, les chiffres ont été annoncés, vous allez les revoir après en comparatif. Et puis le milliard de dirhams d'investissement engagé par les sociétés dans ce secteur. Vous savez aujourd'hui qu'on est sur un développement où on est supporté et boosté par les dispositifs qui sont en place de la part de l'État, mais également par des dispositifs régionaux. Quand vous partez en région, vous superposez des dispositifs régionaux à ces incentives qui vous ont été présentés, parce que la région, elle aussi, a intérêt à attirer des créateurs d'emplois et un tissu industriel dans son domaine. Et puis enfin, vous avez des acteurs, des grands donneurs d'ordre qui se développent en propre sans forcément passer par des prestataires de services. Donc, vous l'avez peut-être vu il y a une dizaine de jours quand les chiffres ont été publiés. Alors on ne le voit pas très bien, mais avec ces pratiquement 70 000 emplois qui ont été créés sur la période 2014-2018, l'offshoring est en 3e position. Vous ne le voyez pas très bien de loin, mais c'est derrière l'automobile et le textile. Et surtout, quand on fait un focus sur les 3 dernières années, avec plus de 51 000 créations d'emplois, on est en 2e position derrière l'automobile. Donc, et puis vous voyez ensuite tout un tas d'autres secteurs qui sont dynamiques et sur lesquels le plan d'accélération industrielle met le focus, mais qui n'ont pas le même impact en termes de création d'emplois. Évidemment, la création d'emplois n'est pas l'unique critère de mesure de la performance des écosystèmes. Mais il est déterminant, surtout quand, en l'occurrence, ce sont des jeunes qu'on met à l'emploi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on est un vrai tremplin d'emploi pour les jeunes, parce que quand ils passent dans nos secteurs avec les 5 écosystèmes, ils sont capables, en sortant, d'aller travailler dans la banque, dans l'assurance, dans l'industrie, dans l'ingénierie, dans les différents écosystèmes existants. Et on a cette responsabilité sociétale importante de création d'emplois. En termes de création de valeur, évidemment, quand vous regardez d'autres secteurs qui ont des impacts importants comme l'export automobile, évidemment que les montants vont être beaucoup plus importants, mais la valeur ajoutée qui est créée par le secteur est importante parce qu'elle est pérenne, parce que ce n'est pas des produits qu'on exporte, mais c'est des services qu'on exporte, et quand vous exportez des services, ça s'inscrit dans la durée et ça reste dans la durée. Un client dans n'importe lequel de nos secteurs qui est satisfait du service et qui est rendu au bon coût va rester, s'inscrire dans la durée, et c'est comme ça qu'on a développé nos écosystèmes sur les 15 dernières années. Donc c'est un message très fort. On a encore 2019-2020 à exécuter. J'ai la conviction qu'avec la mise en œuvre de cette structure d'animation, on va être beaucoup plus impactant, et le plan d'action que vous avez vu a déjà démarré. Il y avait, au-delà du budget, un T0, c'était d'avoir une personne pour s'occuper de cette structure d'animation. Donc maintenant, avec la présence de C. Mohamed, on a quelqu'un qui est complètement dédié au développement et à l'exécution de ces actions. Cette structure d'animation, peut-être si vous avez des doutes sur qui il faut contacter, elle est censée être le point aussi de contact et de support pour l'exécution de toutes ces incentives que vous avez dans les petits livrets. Donc cette structure d'animation doit vous permettre doit vous aider à savoir comment activer chacun des dispositifs. Est-ce que vous êtes éligible ou pas? Et qu'ensuite, quelle est la procédure? Parce que quand il y a des incentives et quand il y a des financements et des subventions en jeu, vous imaginez qu'il y a des études de dossier et des instructions de dossier. Donc il faut que le dossier soit bien constitué, qu'il soit fait dans les bonnes normes, et qu'ensuite il soit accepté, donc avec tous les critères d'éligibilité. Évidemment, dans ce livret, vous avez une synthèse, mais il y a des documents beaucoup plus détaillés qui vous précisent les conditions d'éligibilité, qui vous précisent les éléments, effectivement disponibles au niveau du ministère et de l'ADD, disponibles au niveau de la MRC et de la PEBI,
ou disponible en contactant directement Mohamed au niveau de la structure d'animation pour permettre de dérouler mettre en œuvre ces initiatives. Ensuite, sur la collecte des éléments pour les futurs plans, alors même si aujourd'hui, tout à l'heure je disais qu'on est en échange, oui, on est en train de réfléchir à la suite, mais il faut surtout délivrer les ambitions et atteindre les ambitions très très fortes de ce secteur, parce que les comptes vont être faits à l'issue de la période, et il faut qu'on soit sûr que chaque fin d'année, on atteigne les ambitions en termes de création d'emplois et en termes de chiffre d'affaires à l'export. Merci en tout cas. Écoutez, je vous remercie infiniment et on peut encore prendre une ou deux questions si vous voulez. Voilà, il y en a une, deux questions. Merci. Je me présente, Mahfoud Moussaïd, du Centre régional d'investissement de la région Fès-Meknès. D'abord, je vous remercie pour cette invitation. Et comme ça a été présenté par le président de la MRC, la structure des emplois elle est pratiquement la même que la région. Premier employeur, c'est le secteur de l'automobile. Deuxième employeur, c'est le textile. Et troisième employeur, c'est le secteur de l'offshoring. Nous sommes très heureux d'avoir des locomotives qui sont sur place, qui sont installées sur notre territoire, avec une structure d'animation très active à sa tête, c'est Zarouk. On avait tenu l'année dernière une réunion avec M. Louali de la région, avec l'ensemble des entreprises du secteur. On a été à l'écoute, on l'est toujours, pour les entreprises qui sont intéressées de s'installer sur le territoire, sachant pertinemment que nous, au niveau régional, on a toujours cette croyance que le développement économique qui se fait sur l'axe Kenitra-Rabat, et on a beaucoup de difficultés à attirer les entreprises pour s'installer sur le territoire. C'était le cas il y a quelques années. Mais maintenant, on peut dire qu'on est heureux, on est confiant d'avoir pu accompagner de grands ténors du secteur. Bon, on va les citer quand même. Il y a un temps, il y a Acticol, il y a Webhelp, il y a Intelsia. Les deux dernières entreprises sur Meknès, par exemple, Intelsia et Webhelp, ils emploient actuellement 2000 emplois. Il y a cette tendance aussi des promoteurs immobiliers qui se tournent vers l'immobilier locatif, sachant que auparavant, on n'avait pas cette possibilité d'installer les entreprises sur le territoire urbain, tout en sachant que les entreprises ils préfèrent de s'installer au centre-ville, avec les avantages que peut tirer l'entreprise en termes de proximité, aux moyens de transport, en termes de sécurité. Et il y a pas mal de promoteurs immobiliers qui se sont tournés vers ce type de construction. L'offre actuellement elle est abondante, mais nous, CRI, nous disons aux entreprises, on est à leur écoute si jamais ils sont intéressés pour une mise en contact avec des promoteurs industriels. Et nous espérons aussi, comme ça a été dit, qu'il y ait des subventions ou des points des aides de l'État pour encourager les entreprises à s'implanter sur le territoire. Certes, il y a Medzen, mais Medzen n'est pas installé sur tout le territoire. Il faut peut-être réfléchir sur des zones comme ça a été développé en France, des zones franches urbaines. La circulaire de l'offshoring, il parle de structure, c'est un peu très lourd pour des gens qui veulent investir dans le domaine. Peut-être que ça pourrait être intéressant de les alléger. On a parlé des aides fiscales, là aussi il y a des efforts à faire. On a parlé de subventions sur la ville de Meknès-Confesse, il y a la signature d'une convention qui n'est pas encore mise en pratique. Une subvention qui donne 6 000 dirhams aux entreprises offshore et 4 000 dirhams aux entreprises offshore sur Meknès. C'est des aides et des subventions que nous offrons pour toute entreprise qui est intéressée par le territoire. Un dernier message à l'APB et à la MRC, c'est de réfléchir un petit peu sur les territoires, sur les régions, de développer les actions de promotion, d'accompagnement, sachant que ces quelques dernières semaines, j'avais reçu dans mon bureau des jeunes entrepreneurs qui ont investi dans des centres de contact avec des investissements pour eux énormes. Et franchement,
Bon, le CRS s'occupe de l'accompagnement administratif, mais il faudrait développer aussi sur le plan d'action des actions d'accompagnement de ces jeunes entreprises qui s'aventurent, qui prennent le risque pour réaliser leur investissement. Mais sur un accompagnement technique, je pense que c'est le rôle des associations professionnelles de les accompagner, de les épauler et pour qu'ils réussissent leur projet. Encore une fois, merci et je vais comme la région face à place. Bonjour, Lina Fessi, membre de la PEBI. Moi, je voudrais parler de la protection des données personnelles parce que, évidemment, vous êtes complètement tous concernés par cette problématique et avec le fameux GDPR. Et je voudrais savoir si dans votre plan d'action, il y a justement des actions de sensibilisation, pas des grands acteurs, puisque eux, ils sont de facto, ils se sont mis en conformité depuis déjà plusieurs mois, mais justement les plus petits acteurs, s'il y a un accompagnement qui va être fait, parce qu'on parle de compétitivité, mais là on est vraiment au cœur de ce sujet, c'est les donneurs d'ordre européens préféreront évidemment aller dans d'autres pays qui sont en conformité avec le GDPR. Merci. Très bien, la CNDP était là au début de la conférence. La réponse, elle est vraiment à deux volets. La réponse est à deux volets. La première, dans le cadre de la structure d'animation, la partie certification et labellisation couvre notamment ces aspects-là. C'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille sur un niveau de labellisation de nos compétences. Alors, ça peut partir de choses basiques comme le niveau linguistique, et c'était un peu la convention qui a été signée ce matin entre l'ANAPEC, la MRC, la FMEP et la FEDE, c'est de donner un label qualitatif au niveau de français au Maroc. Donc dans les autres secteurs, dans les autres métiers, il y a des labels, il y a des normes internationales, il y a des standards, il faut les pousser. Donc on a inclus dans ces différents labels et normes et certifications l'effort sur la partie protection des données personnelles et notamment la collaboration entre les autorités de protection des données personnelles des pays pour faire en sorte que ce soit, disons que si la CNIL française, entre guillemets, certifie, labellise l'activité de la CNDP et les normes et les niveaux de confiance mis en œuvre par la CNDP, ça facilitera beaucoup les choses dans le cadre de la décision des grands donneurs d'ordre. Après, il y a un autre chantier, mais là, je parle sur le volet AMRC, où depuis qu'a émergé le sujet du règlement général de protection des données personnelles, la commission juridique s'est saisie du dossier et a travaillé avec d'abord entre les acteurs pour élaborer les stratégies et définir l'approche, ensuite avec des experts et des consultants spécialisés qui sont venus apporter une recommandation. Elle était d'ailleurs intervenue dans une des conférences qu'avait fait la CNIL, la CNDP en commun ici au Maroc, et surtout le rôle de conseil, parce que le rôle de l'association ou de la fédération, c'est d'apporter un conseil à un des acteurs qui se demande comment adresser, quel est le niveau de risque, et pas uniquement avec le GDPR. C'est aujourd'hui la CNDP fait des contrôles, vous le savez. Si un contrôle est annoncé ou si on veut se préparer à gérer au mieux les contrôles, on peut s'adresser à l'association ou à la fédération qui vous appuie ou vous met en contact avec un autre acteur qui a eu affaire à exactement au même sujet. Mais aujourd'hui, dans les appels d'offres des donneurs d'ordre et dans les contrats, c'est même plus un différentiel compétitif, c'est un critère d'élimination. Rebonjour, du tissu des moyennes entreprises marocaines. Je vous remercie de votre réponse et je comprends parfaitement vos propres contraintes qui sont, d'un point de vue captation, des grandes structures françaises qui sont vraiment les acteurs majeurs du secteur de l'offshore. Mais je pense que mon message n'est pas passé, alors je ne sais pas si je me suis mal exprimé.
s'il y a un manque de conscience des contraintes du secteur de l'offshore d'une façon générale. Mais on n'a pas besoin d'accompagnement, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'on se bat en France, on se bat dans les pays européens pour avoir des contrats. D'accord ? Nous revenons au Maroc pour faire des réponses aux appels d'offres. D'accord ? On se retrouve dans une situation où on est discriminé par rapport aux autres entreprises étrangères qui sont installées au Maroc. Pourquoi ? Parce qu'elles ont des mesures incitatives dont nous ne bénéficions pas. Alors ce que j'aimerais, s'il vous plaît, c'est juste ne pas être impacté, ou plutôt discriminé, ou plutôt sacrifié. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Je ne souhaite pas que les entreprises marocaines soient sacrifiées par cette course à la recherche d'emploi. Alors je suis complètement conscient. Il faut que l'emploi se fasse. Il faut que les ingénieurs marocains trouvent des emplois, quitte à ouvrir les portes au maximum au secteur de l'offshore et en permettant aux investisseurs étrangers d'arriver et se mettre en place. Mais la problématique que nous avons, c'est qu'il y a des entreprises marocaines qui en veulent, des entreprises marocaines qui sont compétitives, qui sont concurrentielles. Nous arrivons à battre des acteurs tels que Capgemini sur des appels d'offres, tels que Atos sur des appels d'offres, d'accord ? Mais nous nous retrouvons dans la situation où aujourd'hui ils sont plus compétitifs que nous parce qu'ils bénéficient de certaines mesures dont nous ne bénéficions pas. En particulier l'IGR, ils se retrouvent avec un coût du salarié qui est vraiment inférieur au nôtre. C'est aussi simple que ça. Et moi, je vous demande juste de réfléchir à l'équilibre entre les deux écosystèmes. Parce que l'offshore, c'est effectivement des investisseurs étrangers, mais c'est également des entreprises marocaines qui en veulent et qui sont en pleine expansion. Et ce serait dommage de les tuer dans l'œuf. C'est un peu ça. Je vous remercie. Je vais laisser la répondre à M. Kéren. De la MRC, globalement, on a toutes les mesures. On a veillé, quand le plan a été élaboré par la MRC, à ce que quasiment toutes les mesures, sauf celles qui sont liées au territoire d'implantation, soient applicables. Donc vous avez des avantages sur l'IS qui sont similaires, vous avez l'avantage sur les plans d'accroissement qui sont similaires, vous êtes à 20. Le critère d'éligibilité, c'est 20 personnes. C'est pas énorme. En fait, c'est 20 personnes, mais il faut qu'on soit dans le territoire et qu'il Non, non, non. Vous reprenez le petit cahier. Dans le petit cahier, là, il n'y a que l'IR sur laquelle vous n'êtes pas éligible. C'est dans la zone P2I par rapport à l'IGR. Exactement, mais c'est la seule. Et là, il faudrait modifier toute la loi, enfin, toute la loi au Maroc et tout le code général des impôts. Et ça devient un peu plus complexe. Non, c'est pas ça. En fait, ça revient. Il faut juste qu'on puisse accéder aux zones P2I. Vous voyez accéder. Enfin, normalement, à 20, vous avez un plateau de 200-300 mètres carrés hein, chez Technopolis. Mais vraiment, vous avez tous les avantages, sauf celui de l'IR quand vous êtes en dehors de la P2I. On a veillé à ce que, quand ça a été discuté auprès de tous les membres, à 20 personnes, vous pouvez déjà être considéré comme un investisseur international, sauf la zone d'implantation. En fait, à 20 personnes, est-ce qu'on peut prendre un plateau de 300 mètres carrés? C'est ça la question. Vous voyez? Oui, mais ça on ne peut pas. C'est des considérations qui sont fiscales. Je ne parle pas que de moi, en fait. Je ne suis pas seul. Hein. Je représente beaucoup d'autres entreprises qui ont la même taille que nous. On est des centaines. Nous avons démarré notamment dans des structures telles que le Technopark, etc. Et nous nous retrouvons dans un état de manque de compétitivité par rapport à d'autres acteurs qui sont internationaux et qui viennent au Maroc et qui réussissent à avoir un impact compétitif d'un point de vue produit salarié. C'est ça, en fait, ce que je me permets de mettre de manière claire devant vous. En fait. Je pense que c'est ce qu'on a dit, c'est qu'on va tout le monde, mais ça devient un peu plus complexe sur ce point de l'IL. Il faut juste essayer de rééquilibrer un petit peu la balance à un moment donné, parce qu'il y a un manque à gagner au niveau des entreprises marocaines. C'est tout ce que j'essaie de faire. Je comprends parce que nous avons été très compétitifs à un moment donné. Aujourd'hui, on se retrouve dans la situation où il y a des structures françaises qui se permettent d'avoir des TJM, donc des taux journaliers dans notre jargon, en fait, des taux pour les ingénieurs, qui sont ultra compétitifs. Et quand on regarde comment est-ce qu'ils arrivent à faire ça, c'est tout simplement parce qu'ils bénéficient de certaines mesures dont nous ne bénéficions pas de facto, étant donné qu'on n'a pas encore atteint une taille critique. Alors si on doit résister encore un petit peu, 3-4 ans, jusqu'à atteindre une taille critique, et ensuite enfin pouvoir respirer,
Peut-être, mais je tiens juste à mettre ça devant vous, en fait, à vous avertir qu'il y a ce problème-là par rapport aux entreprises intermédiaires. Alors je ne parle pas des startups, je ne parle pas des grandes entreprises de 100 salariés et autres, je parle des entreprises intermédiaires qui aujourd'hui sont dans une situation de souffrance parce qu'elles ont un ralentissement dans leur développement qui est dû, je parle des entreprises du secteur de l'offshore, parce que d'autres entreprises ont une force de compétitivité supérieure à la leur, vu les mesures incitatives qui sont, j'entends bien, bonnes pour le pays, mais il y a, je ne veux pas qu'il y ait des entreprises de sacrifice. C'est tout ce que je dis. Voilà. Merci. Bonjour, donc je me présente, Azman Smaïl, chef de département offshoring, agent de développement digital. Donc juste pour rebondir à votre question, on peut revoir les mesures en détail. Donc la contribution de l'IR, il est effectivement pour les entreprises installées dans les P2I et aussi pour les entreprises installées dans les régions non dotées des P2I. C'est-à-dire que si vous êtes à Agadir ou à Marrakech, vous pouvez bénéficier de l'IR. Non, mais c'est le critère de territorialité, c'est pour les régions dotées des P2I. C'est à l'intérieur des P2I. Pour les régions non dotées des P2I, c'est toute la région. Donc ça, c'est le premier point positif. Les critères, c'est à partir de 20, c'est-à-dire 20 emplois. À partir du moment où nous sommes dans une P2I. Mais parce qu'il y a des investissements... Il y a une barrière, en fait, pour arriver à la P2I, il y a une barrière. C'est la barrière de la superficie. Il faut être capable de payer une superficie de 300 mètres carrés pour pouvoir s'installer dans une P2I. Chose qui n'est pas possible pour une entreprise de 20 personnes. Donc ça revient en même. J'ai bien compris votre souci, mais il y a la prime de croissance. Je ne sais pas si vous avez vu au niveau du guide, la prime de croissance qui rééquilibre. Cette prime de croissance-là, elle est uniquement pour les entreprises hors des P2I. C'est-à-dire que si vous êtes à Casablanca, hors de la P2I, vous bénéficiez de la prime de croissance. Cette prime de croissance représente 10% du delta du chiffre d'affaires. Un exemple, si vous faites par exemple en 2018 8 millions de dirhams, en 2019 10 millions de dirhams, donc c'est un delta de 2 millions de dirhams, vous recevrez 200 000 dirhams. Des études ont été faites au niveau du ministère et au niveau de l'ADD pour avoir un équilibre entre les contributions IR et IS et la prime de croissance. Et c'est à peu près le même budget. Donc il y a cet équilibre-là. Au niveau des régions dotées des P2I, et pour les régions non dotées des P2I, l'IR et l'IS, il est ouvert pour tout le monde. L'idée, c'est de ne pas avoir l'IR et l'IS sur toutes les régions parce que ça nécessite un accord du Parlement et tout ça. Donc, parce que l'IR, normalement, c'est pour tout le monde, vous connaissez Donc c'est ça. Donc, et on est là pour répondre à vos questions en détail, par mesure et tout ça. J'aimerais bien pouvoir échanger. Bien sûr, avec grand plaisir. Merci. Si vous me permettez aussi pour revenir sur votre point qui est très pertinent, qui des PME, PMI qui sont au niveau national. Je me présente Mohamed Ahmed Al-Zmoutaïb, marketing manager de Zone Medset. Je pense qu'il y a des éclats de réponse qui sont parvenus de par les gens qui ont essayé d'apporter une aide de réponse à votre question. La première, c'est éventuellement une internationalisation, enfin, se mettre dans des structures qui ne sont pas dans des P2I. Vous êtes à Casa, je comprends. Je dis d'ailleurs Mohamed, c'est juste à côté. Donc, je n'irai pas jusqu'au fond de la pensée parce que je pense que vous l'avez déjà saisi. Une fois dans une zone où il n'y a pas de P2I, vous pouvez bénéficier de ces aides IR qui vont répondre à votre besoin. Et deuxième point sur lequel je voudrais revenir, les structures offshoring, la structure de coût global, ce qu'on sait, c'est que sur le coût global d'une structure offshore, le loyer lui-même, elle représente quelque chose comme 8 à 10% du coût. La télécom, là on parle de 15 à 20, 25%. La RH, là on parle de 45-50%. Donc le loyer c'est quelque chose, 300, 400, 500 mètres carrés, cela pourrait vous revenir à 60 000 dirhams, mine de rien, par mois. Mais une fois rapporté sur une bonne dynamique, une bonne stratégie de, non pas de compression de coûts, mais d'intelligence, de formation de ce coût même, pourrait vous permettre de vous installer. C'est vrai que vous allez être dans la luxure d'un gros plateau à 500 mètres carrés alors que vous êtes que 20 à 30 employés, mais assez de quoi y mettre éventuellement des espaces de détente et être dans cette nouvelle logique de workplace qui est à la recherche de la happiness.
plus que de l'efficacité réelle. Donc les coûts c'est quelque chose, oui, mais je pense qu'on pourra toujours, vous avez toujours la latitude de la, non pas la compresser, mais de la mettre intelligemment, soit à côté des centres, Casa et Rabat, donc Ajdida, Mohamedia, faut toujours y penser, soit de revoir la structure des coûts, encore une fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Juste pour rassurer, le plan stratégique il tient compte des PME. Donc parmi nos partenaires, c'est Maroc PME qui est inclus dans le War Room. Donc on va en discuter aussi par rapport à vos remarques, par rapport à vos doléances. Donc sur ça, je vous remercie tous. Je remercie tous les intervenants, toutes les personnes qui sont venues à notre événement, les personnes qui se sont attardées, qui sont restées avec nous. Je vous remercie tous. Et je donnerai la parole à le président pour clôturer, c'est Amine. Tu as remercié, je vais aussi réitérer les remerciements, vous remercier les partenaires, tous ceux qui ont permis à cet événement d'exister. Ce n'est qu'une première étape pour une série d'événements de la structure d'animation et qui va nous permettre de vous tenir informés de l'avancement de ce plan d'action, ambitieux certes, mais réalisable, et qui va permettre justement à notre secteur de se développer davantage. Merci beaucoup.